Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le nouveau congrès américain qui se dessine peu à peu après le vote des élections de mi-mandat. Bon, on n'a pas une vue complète et définitive de la répartition entre républicains et démocrates au sein du Sénat et de la Chambre des représentants. L'idée que les républicains vont reconquérir la Chambre des représentants est une idée centrale à ce stade. En revanche, pour le Sénat, la bataille est toujours très serrée, peut-être encore un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc la course est encore too close to call, comme disent les Américains. En parlant spécifiquement du Sénat, nous reviendrons sur le thème des élections américaine et de ce que cela peut comporter comme implication éventuelle ou non d'ailleurs pour les investisseurs. Thierry Guil, le président de Raymond James Equity, sera avec nous en plateau avec quelques graphiques notamment sur l'historique de performance des marchés à l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis. Sur la thématique américaine, l'inflation reste évidemment un sujet prioritaire avec la publication demain de la marque d'inflation pour le mois d'octobre aux États-Unis. Une marque qui ne devrait pas apporter beaucoup de soulagement du point de vue de la politique monétaire, quand bien même le discours de Jérôme Powell la semaine dernière semblait un peu plus équilibré entre les risques désormais que doit affronter la Réserve fédérale américaine. Peut-être qu'on entre dans une nouvelle étape de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis avec l'idée que le rythme ou en tout cas la taille des hausses de taux pourrait être réduite d'un cran pour le prochain meeting qui se tiendra mi-décembre. L'idée étant à ce stade que la Fed pourrait passer de 75 à 50 points de base. On verra évidemment les réactions après la publication de l'inflation d'octobre demain aux États-Unis. Et sur ce plan, c'est Nicolas Leprince, spécialiste taux et gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui sera en plateau. Nous évoquerons évidemment avec nos deux invités quelques idées en matière d'investissement à ce stade. Commençons effectivement avec l'événement politique du moment, les premiers résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et Thierry Guil est avec nous en plateau, je le disais, président de Raymond James Equity. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Je date l'interview forcément 12h30 ce mercredi 9 novembre. Que peut-on dire à ce stade des premiers résultats qu'on peut avoir sur le nouveau congrès américain qui est en train de se dessiner, Thierry? Alors, comme vous le disiez, on n'a pas les résultats définitifs. La première conclusion, c'est que c'est une victoire attendue des Républicains qui vont probablement emporter la Chambre basse, la Chambre des représentants. Vous le disiez, too close to call sur la partie Sénat, c'est clair. À l'heure où je vous parle, on était à 48-48. Sur 100 candidats, on entend donc 4 États encore à dépouiller. L'un pourrait durer plus longtemps que prévu, c'est la Géorgie, car il a une particularité, cet État, c'est que si vous n'emportez pas 50% des voix, et ils sont 3 candidats, et l'un d'entre eux devrait peut-être avoir 2 ou 3% des votes, ça impliquerait en fait un nouveau vote qui interviendrait au mois de décembre. Donc le premier constat, c'est en tout cas victoire des Républicains, et c'est ce que les marchés avaient plus ou moins pricé ces derniers jours. Défaite relative des candidats Trump, qui n'ont pas fait le raz-de-marée qu'il avait espéré. Il avait employé le terme sur Twitter de bloodbath, de bain de sang. C'est pas du tout le cas. Donc s'il y a une victoire républicaine, on ne peut pas dire qu'on le doit au candidat Trump. Enfin, je dis candidat, il devrait l'annoncer le 15 novembre prochain. Le poids de Trump dans la victoire des Républicains est à relativiser. Oui, il est à relativiser parce que sur un certain nombre d'États, on va dire, ces adeptes n'ont pas emporté. Bon, la victoire de DeSantis en Floride était prévue, mais là c'était en tant que gouverneur. Mais il y a d'autres États où... alors ils ont emporté l'Ohio,
ce qui est important, qui est un État souvent un petit peu très industriel, aussi agricole et symbolique aux États-Unis. Mais par contre, ils avaient de l'espoir en Pennsylvanie, c'était emporté par les démocrates. Donc à ce stade-là, mais la clé, c'est vraiment le Sénat. Contrairement à la France, aux États-Unis, tout se passe dans la Chambre haute. C'est au niveau du Sénat qu'on valide les lois. Et il sera important, dans le cadre d'une dualité 50-50, donc d'un statu quo avec la situation actuelle, ça serait une vraie victoire. Et après, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ce que ça engendre pour la candidature de Trump et d'éventuels d'autres candidats du côté républicain qui pourraient éventuellement apparaître dans les prochaines semaines et les prochains mois. Parlons-en tout de suite, Thierry. Non, mais parce que je crois qu'il a prévu de s'exprimer mardi prochain, Donald Trump, et ça doit être un moment triomphant pour lui, pour annoncer, officialiser ce que tout le monde pressent déjà, c'est-à-dire qu'il sera bel et bien le candidat républicain pour 2024. Mais vous dites, à ce stade, la route ne sera peut-être pas aussi facile pour Donald Trump dans cette nouvelle offre qu'il va pouvoir proposer aux Américains. Oui, parce qu'il a vraiment polarisé, en fait, toujours autour de sa personne. Et en fait, ce que les premiers résultats nous donnent, c'est qu'en fait, il est quand même très clivant. DeSantis, donc en Floride, on sait qu'il aspire à la candidature suprême. Il y a également deux autres femmes qui sont pressenties également pour éventuellement chercher une mandature au niveau de la présidence. Donc il y aura un débat, ça va prendre du temps. On n'est pas du tout dans l'ère des primaires, les élections ont lieu dans 2 ans, mais ça risque peut-être de se compliquer un petit peu plus pour lui. Intéressant. Non, mais effectivement... Voilà. Mais il y a encore 2 ans à faire, ça, oui. ça va être long. Oui, c'est un temps sacrément long. À commencer du point de vue des marchés, parce que c'est quand même ce qui nous anime dans cette émission, Thierry. Bon... Dans l'hypothèse, alors c'est plus qu'une hypothèse, la Chambre des Républicains la Chambre des représentants va être reconquise par les Républicains, sans que ce soit un raz-de-marée total. Le Sénat, on verra, mais on se retrouve dans l'idée qu'un 50-50 serait départagé par la vice-présidente démocrate. Oui. Dans quel type de situation de blocage politique, en l'occurrence, est-ce que ça nous place et qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs? Est-ce qu'il y a quand même des sujets sur lesquels les républicains, majoritaires à nouveau à la Chambre des représentants, pourraient peser ou en tout cas essayer d'avoir une influence face à la Maison-Blanche qui, elle, reste démocrate, avec un droit de veto présidentiel qui sera sans doute brandi, voire affiché régulièrement peut-être dans cette deuxième partie de la mandature? Alors, il y a des sujets très clairement, et la question est souvent revenue ces dernières semaines, qui m'a été posée, est-ce qu'il y aura une remise en cause du plan de Biden, le fameux Inflation Reduction Act, le IRA? La réponse n'est pas aussi simple, elle est ni blanche ni noire, elle est probablement grise. Il y a des choses qui ont déjà été votées, c'est un plan qui a été voté au mois d'août, et il se mettra en place. Est-ce qu'il y aura éventuellement une version édulcorée du plan? C'est possible. En l'occurrence, on sait que sur le volet environnemental, c'était le plan qui avait été mis en avant par Biden, et c'était le plus ambitieux au monde, et on risque de voir des révisions dans certains budgets qui seraient alloués. À ce stade-là, c'est difficile de pouvoir dire qui sera le plus touché, l'éolien, le solaire ou l'électrique. Ça sera à voir. Les résultats, vraiment, c'est des éléments d'appréciation qu'on aura dans les semaines à venir. Il y a un sujet qui fait relativement consensus, c'est ce qu'on appelle le re-onshoring, reproduire en fait aux États-Unis. Donc le CHIPS Act, qui consiste à fabriquer des puces aux États-Unis, ça sera un non-sujet parce que démocrates et républicains sont d'accord. Les secteurs qui seraient peut-être sensibles éventuellement, c'est la santé, la générosité des démocrates qui est connue depuis à l'époque d'Hillary Clinton dans les années 90. Ça, Biden avait voulu finir le travail qui avait été fait à l'époque par Obama. Et en fait, on peut imaginer que du côté santé, là aussi, c'est un secteur qui risque un petit peu de souffrir. Voilà, sur l'aspect des valeurs financières, un des projets de loi de Biden, c'était en fait d'imposer des critères de fonds propres au niveau des petites banques américaines. Et on l'oublie souvent, mais il y a des milliers de banques aux États-Unis, il y en a des centaines qui sont cotées en bourse. Et là-dessus, peut-être que quelque chose sera revu. Il y aura plus de libéralisme. Mais globalement, ce que les gens voulaient en fait, c'est cette perception que s'il y a une présidence démocrate et qu'on met un congrès américain
qu'ils emportent une ou deux chambres, qu'importe, républicains, ça donne un peu l'idée qu'on va un petit peu contrôler les dépenses des démocrates. Et ça, c'était bien perçu par les marchés. Ça explique une partie du rallye qu'on a eu ces dernières semaines. C'est pour ça que les taux longs américains étaient revenus sur des niveaux de 4,10, 4,15 à peu près. Voilà. Et donc aujourd'hui, la question est de voir si, quand on aura les résultats finaux, si effectivement cette tendance va se poursuivre ou non. Que nous apprend l'histoire? Vous êtes venu avec un graphique, un tableau. Que nous apprend l'histoire en matière de performance de marché post-élection demi-mandat aux États-Unis, Thierry? Si l'histoire est un guide, bien sûr. Ça monte. Ça monte. Ça monte, mais surtout, c'est que ça monte dans 100% des cas, ce qui est un peu troublant. Et c'est une discussion que j'ai eue avec un certain nombre Quelle que soit la configuration qu'on retrouve. Si vous prenez, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu 19 élections de mi-mandat, vous avez eu autant d'élections présidentielles, dans 100% des cas, dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui suivent l'élection de mi-mandat, la bourse monte. C'est vrai. Que vous ayez de l'inflation, pas d'inflation. Et vous imaginez bien que depuis cette époque, des cas de figure d'économie, de conflits, vous en avez eu beaucoup. Donc finalement, c'est quelque part, c'est un peu troublant parce qu'aujourd'hui, la question numéro 1 qu'on se pose tous, c'est l'inflation, c'est Powell, quel sera le taux pivot de la Fed. Mais vous vous dites aujourd'hui, en tant qu'investisseur, peut-être qu'à 1 mois ou 2, c'est compliqué de savoir ce que la bourse fera. Mais si vous avez un horizon d'investissement, ça marche à tous les coups. Et alors, ça marche encore plus. On ne peut pas faire mieux que 100%, vous allez me dire, mais ça marche vraiment, même sur les périodes de 3 mois, quand vous avez un président démocrate et un congrès qui est tout ou parti républicain. Ouais. Donc voilà, donc je vous donne pas rendez-vous dans un an. Mais avant, j'espère, Thierry, on se verra avant, bien sûr, mais dans un an aussi, ce sera intéressant. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, bon. Au-delà de la situation politique qui va se décanter encore aux États-Unis, mais on a quand même effectivement le schéma un peu global de cette nouvelle situation entre la Maison-Blanche et un Congrès à minima partagé avec une Chambre des représentants républicaine. Que nous disent les entreprises? On attaque la dernière phase de la saison de publication de résultats. On a eu quand même les grands noms et les grands secteurs américains qui ont déjà publié. Qu'est-ce qu'on retient justement des résultats publiés, des guidances, des perspectives qui ont pu être offertes par les grandes entreprises et de la manière dont le marché a réagi aussi peut-être à ces surprises, qu'elles soient positives ou négatives? Conforme aux attentes, croissance des profits sur 12 mois glissants plus 2,2, décélération des profits trimestre sur trimestre à moins 2, avec une contribution que je qualifierais d'exceptionnelle du secteur de l'énergie. Si vous retirez ce secteur, en fait, on a une... Les Américains emploient le terme de earnings recession déjà maintenant plus de 6 mois. Donc ça, il n'y a pas de doute. Les guidance ont été prudentes et on l'a vu du côté du secteur de la tech, qui est un secteur qui est toujours très regardé. Le secteur de la technologie, il a dirété dans les 6 premiers mois de l'année. Et depuis l'été dernier, ce qu'on voit, c'est des profits qui ont plutôt tendance à être prudents. En l'occurrence, on a eu l'exemple ces dernières semaines sur la partie cloud des grands acteurs, que sont Google, que sont Amazon, que sont Microsoft. Et en particulier, chez Amazon, la croissance avait pas mal décéléré. Et donc, il y a eu cette sanction un petit peu sur ce secteur. Chez Raymond James, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Nous, on considère que le pic de l'inflation est derrière nous. On aura peut-être l'occasion d'en débattre un petit peu plus tard. En tout cas aux États-Unis, en tout cas dans cette forme de plateau, et que dans le contexte qu'on maîtrise difficilement, c'est le rythme de décélération qu'on aura en 2023, et que ça privilégie plutôt une approche plus de stock picking que de directionnel, plutôt une approche value que croissance. Et dans ces approches value, les thématiques qui ont notre préférence, alors ça reste l'énergie, même si j'ai bien conscience qu'avec les filtres ISR aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de gestion d'aller vers ces thèmes. Le secteur des valeurs financières, mais je précise, pas les banques, je pense aux assureurs, qui est un thème qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est un petit peu des thèmes qui pour nous, et le secteur industriel, qui ont nos préférences, qui est un peu étonnant d'ailleurs, parce que comme on devra avoir une récession, on verra si elle est forte ou pas en 2023. Ça reste malgré tout des secteurs qui sont pour l'instant bien orientés. Ouais. L'énergie, effectivement, il est encore temps d'être positionné sur ce secteur, sachant que, alors, effectivement, les earnings de l'énergie viennent gonfler les publications de résultats. Enfin, quand on agrège effectivement les chiffres de bénéfices des entreprises, le poids de l'énergie est très très important.
à un moment, les effets de base vont faire que la contribution va être beaucoup moins forte, voire à un moment peut-être négative. Toutes choses égales par ailleurs, avec les prix de l'énergie et des matières premières qu'on peut connaître aujourd'hui, Thierry. C'est pas un risque devant nous quand même ? Pour l'instant, non. D'abord, le poids de l'énergie dans le SPI 500, c'est 5%. Ça a été 10% au début des années fin 2010. C'était tombé, souvenez-vous, quand le baril était passé négatif il y a 2 ans, oui, 2 ans et demi, oui. Environ entre 1,5%, donc ça remonte. Donc la contribution du secteur de l'énergie vient d'un fait très simple. C'est qu'en fait, les acteurs de l'univers ont décidé de rewarder, de récompenser en quelque sorte leurs actionnaires, soit au travers ils génèrent beaucoup de cash, à $80, tous les acteurs gagnent de l'argent, mais plutôt que de le dépenser dans de nouveaux forages, ils le redistribuent, soit sous forme de rachat de titres, soit sous forme de dividendes spéciaux. Et aujourd'hui, et c'est bien un petit peu ce qui a beaucoup agacé Biden en faisant un appel du pied et en envisageant peut-être de mettre une taxe sur un certain nombre d'acteurs, mais qui ne passerait pas, en tout cas au niveau des congrès. Ça, tout le monde est relativement d'accord là-dessus. Voilà, donc pour l'instant, je pense que le secteur de l'énergie, en tout cas des énergies fossiles, a encore de beaux jours devant lui. Ouais. Exxon a généré plus de free cash flow que Apple, Microsoft ou encore Google sur le 3e trimestre. Ça se joue à quelques centaines de millions, mais plus de 24 milliards de dollars de free cash flow pour Exxon, c'est devant le free cash flow généré par Apple sur le 3e trimestre. Voilà. Signe des temps. Merci beaucoup Thierry. Thierry Gill, président de Raymond James Euro Equities, avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Venons-en au taux et à la Réserve fédérale américaine pour rester dans l'ambiance américaine avec Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Question assez globale quand même. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase de la normalisation des politiques monétaires ? Est-ce qu'on peut, avant d'attaquer le sujet du pivot, est-ce qu'on peut parler d'un changement de tempo quand même des banques centrales, à commencer par la plus grande d'entre elles, la Réserve fédérale américaine ? Alors, on peut commencer à faire évoluer le discours. Est-ce qu'il va aller dans le sens du marché qui voit toujours des baisses de taux assez agressives à partir de fin 2023, 2024 ? C'est certainement encore trop tôt pour le dire. On va vers, comme ce que vous disiez, c'est un marché qui price une Fed qui nous dit qu'elle va certainement monter moins vite ces taux d'intérêt. Donc en effet, 50 BP au mois de décembre, après 75 BP à la dernière réunion, c'est pas vraiment ce qui est pricé par les marchés encore, parce que le marché a du mal à être convaincu d'avoir quelque chose qui baisse autant. Le pricing est autour de 59-60 BP, donc on est toujours un petit peu au-dessus. Là où classiquement, quand on monte de 75 BP, le marché le price à 72-73 BP. Donc on sent que le marché n'est pas complètement convaincu, complètement sûr que les chiffres d'inflation vont être si bons. C'est vrai qu'on a eu certaines banques centrales au-delà des États-Unis, qui ont commencé à infléchir leur discours. Mais il faut remettre ça dans le contexte de leur économie. Quand on prend la Banque du Canada, qui est passée à 50 BP de façon un peu surprenante, en fait, il y a un poids de la dette privée qui est extrêmement important, donc une sensibilité de l'économie à cette dette privée, à l'augmentation des taux, qui est certainement plus forte qu'aux États-Unis. On a la même chose en Australie. En Australie, la première chose, c'est que la Banque d'Australie ne se réunit pas tous les mois et demi, mais tous les mois. Donc là où, avant, ils faisaient 50 BP tous les mois, en fait, ils sont passés à 25 BP. Et encore une fois, dans le contexte de l'Australie, vous avez le contexte des matières premières, vous avez le contexte de la Chine, vous avez aussi une économie qui est beaucoup plus sensible dans ces taux variables sur tout ce qui est marché immobilier et l'impact sur l'économie. Et c'est ce que nous disent les banquiers centraux de ces pays-là. C'est des sensibilités qui sont différentes. On a plutôt l'impression que la Fed prend en compte une sensibilité plus faible à la remontée des taux d'intérêt. Il y a une inertie plus forte à la remontée des taux dans l'économie américaine que dans les exemples que vous avez cités. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est certainement le cas. Et Jerome Powell a eu de cesse de calmer les marchés sur un potentiel pivot pour le moment. Oui, enfin. Dans la séquence de questions-réponses, effectivement, il vient contrebalancer ce qui est quand même écrit dans le statement et dans le communiqué, qui est, comme vous l'avez dit, une évolution quand même dans le discours. En tout cas, l'idée qu'on va regarder la balance des risques de manière un peu différente, peut-être, en regardant déjà quand même les effets du choc monétaire qu'on a infligé historique en 6-9 mois à l'économie américaine et qu'on pourra être attentif au développement économique et financier futur. Est-ce qu'il y a quand même l'idée que la Fed a envie d'être un peu plus
forward-looking à ce stade, et est-ce que les chiffres d'inflation qu'on va avoir dans l'intervalle avant la prochaine réunion, donc on va avoir le CPI d'octobre demain, on aura avant le prochain meeting, je pense, le CPI de novembre, donc il y a encore 2 marques d'inflation. Est-ce qu'à travers l'une ou les 2 marques prochaines d'inflation, est-ce que ce discours un peu plus balancé va pouvoir trouver un peu de corps ? J'aurais tendance à dire que M. Powell a fait quelque chose qui lui permettra de répondre aux objections qu'il aura dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il est parti sur un communiqué qui a été vu comme très accommodant par les marchés. Un pivot, on a déjà fait suffisamment, voilà. Et puis derrière, il est arrivé avec un discours qui était un peu à l'opposé de son statement, en fait, de son discours écrit. Donc en fait, il aura l'occasion de s'appuyer sur les deux. Il s'est couvert, quoi. Il s'est couvert. Si l'inflation ne ralentit pas comme ce qu'on peut attendre éventuellement sur toute l'année 2023, il pourra dire que... Vous l'avez dit, le taux terminal va être plus élevé. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit, bon, on va peut-être baisser les hausses l'incrément des hausses de taux. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est un peu le forward-looking. On va regarder le taux terminal. Écoutez-moi, le taux terminal, il ne sera pas plus bas, il sera certainement plus haut. Quand on regarde un peu le taux terminal, vous savez, dans les dots qu'on aura au mois de décembre, on ne les a pas eu ce mois-ci, le taux terminal médian, enfin le taux 2023 médian de septembre, c'était à peu près 4,625. D'accord. On sait que celui-là, il va monter, puisqu'il vient de nous le dire qu'il allait monter. Ce que price les marchés, c'est déjà un taux terminal qui est en ligne avec 50 BP de hausse de taux par rapport à ce 4,625, c'est-à-dire autour des 5,10, 5,15, ce qui est pricé par les marchés. Ce qui a changé un peu avec le discours, c'est l'horizon. C'est-à-dire que là où on voyait un taux terminal peut-être assez rapidement, peut-être au mois de mars, là, il a été décalé et il reste haut jusqu'au mois de juin. C'est ce qui a été changé un petit peu. Et c'est peut-être pas encore suffisant du point de vue de la Fed. Vous disiez de voir que dans les anticipations de marché, il y a encore des baisses de taux intégrées, alors peut-être pour la deuxième partie de 2023. On verra. Peut-être qu'il y aura matière à baisser les taux en deuxième partie de 2023. On n'en est pas là. Mais du point de vue de la Fed, à ce stade, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas voir dans le marché, en tout cas. Pour l'instant, on continue à monter les taux. Dans les indicateurs qu'elle regarde, le chômage, ça va clairement pas dans son sens. On a vu dans les ouvertures de postes qui avaient un peu surpris négativement, mais c'est-à-dire positivement pour les marchés il y a 2 mois. Le dernier chiffre, il y a 15 jours, a remis un petit peu des ouvertures de postes très positives. Quand on regarde les chiffres du chômage qui sont sortis la semaine dernière, ils étaient encore relativement bons, on peut le constater. Et quand on regarde les sous-composantes emploi des indices, des ISM, des PMI, en fait, c'est des composantes qui s'étaient pas mal dégradées ces 6 ou 9 derniers mois et qui, depuis 4 mois, ont tendance à se stabiliser ou à s'améliorer. Donc, pas grand-chose qui va dans le bon sens. Maintenant, on regarde l'inflation. Et l'inflation, ça ne s'améliore pas vraiment. Ce qui s'améliore, c'est l'inflation headline, c'est-à-dire l'inflation totale qui est attendue à 7,9 dans le chiffre de demain. Donc c'est en baisse par rapport au pic de juin. Mais ce que va regarder les marchés, la Fed, c'est l'inflation cœur. L'inflation cœur continue de monter, elle est toujours très dynamique. À l'intérieur de cette inflation cœur, on sait qu'il y a certaines composantes, les composantes de biens, des biens de santé, des biens sur les voitures usagées. Tout ça, on sait qu'a priori, c'est des choses qui vont avoir tendance à baisser, mais les marchés vont regarder l'immobilier. La composante qu'on appelle shelter, qui représente 32% de l'indice d'inflation. Celle-là, elle a beaucoup monté. Et là, on a des indications qui sont, on va dire, mitigées. C'est-à-dire qu'on voit bien que le marché immobilier a tendance à beaucoup se retourner, mais ça a un effet de lag très important dans le CPI. Donc si on a ne serait-ce qu'une stabilisation dans la hausse de l'impact de l'immobilier dans le CPI, ou même une baisse, ce qui pourrait être un peu surprenant. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très bien vu par les marchés, mais pas de quoi faire tourner la Fed, au moins dans les... À quel horizon on peut attendre effectivement que ce que tout le monde voit à travers les indicateurs privés de loyer, notamment, à quel horizon est-ce qu'on peut estimer que ça va se matérialiser dans les chiffres d'inflation que regarde la Fed, et donc soulager encore un peu plus la Réserve fédérale américaine, et donc permettre peut-être de concrétiser un peu plus l'idée d'un pivot. C'est quoi l'horizon qu'on peut avoir quand on fait des calculs très simples, on essaie de regarder les calculs mensuels. Bien sûr. Même si on baisse le chiffre mensuel, l'accélération de la baisse de l'inflation aux États-Unis, c'est plutôt le Q2 2023. C'est pas avant le Q2. Donc on a encore 5-6 mois devant nous. Très compliqué, avec une inflation cœur qui aujourd'hui est à 6,5, va rester extrêmement élevée.
Qu'est-ce que ça implique pour notre banque centrale, la banque centrale européenne, ce que vous venez de décrire aux États-Unis, parce qu'il y a quand même une connexion très forte entre les différentes politiques monétaires, et puis sur l'aspect intrinsèque également lié à la zone euro. La dernière position de Christine Lagarde a été de dire qu'une mild recession, donc une récession douce, modérée, ne suffirait pas à ramener l'inflation à l'objectif en zone euro. Du côté de la zone euro, on n'a pas de signe. Pas d'inflexion de signaux positifs comme on a aux États-Unis. Ouais. Dans un des L'idée d'un plateau est même encore éloignée. Voilà, normalement, le pic est plutôt attendu encore début 2023 ou fin 2022. Donc on est encore plutôt pas encore du tout au pic. On ne sait pas à quelle vitesse ça va décélérer. Ce qu'on peut voir, c'est dans les indicateurs qui n'avaient pas réagi pour l'instant, qui sont très lagués, c'est la boucle prix-salaire. De ce côté-là, les indicateurs que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est une croissance des salaires de 4% en 2022 et qui accélère en 2023. On a eu des confirmations aussi, puisque quand on regarde l'indicateur que regarde aussi beaucoup la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'on appelle employment, c'est les salaires négociés. Oui, bien sûr, la Alors, série des salaires voilà, négociés. Bon, Oui. eux, ils ont beaucoup de retard. Oui. Ils ont beaucoup de retard. Mais quand on Les regarde séries trimestrielles, Voilà, effectivement, exactement. qui arrivent avec beaucoup de retard. Il y a la Banque Centrale d'Irlande, en coopération avec Indeed, qui a fait un nouvel indicateur un peu plus haute fréquence et qui vous montre que les salaires sont en augmentation. Les salaires médians en zone euro sont en augmentation de plus de 5%. Donc tous les banquiers centraux qui, pour l'instant, vous disent qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire ne vont pas changer. Ils vont peut-être commencer à pivoter en disant que c'est peut-être encore quelque chose qui est devant nous. Et là, on rentre dans les forces politiques au sein de la Banque Centrale Européenne, entre le chef économiste Philippe Lane qui vous dit qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire, et Isabelle Schnabel, Qui estime qu'il y a un risque. qui commence à vous dire qu'il y a toujours un risque, et c'est un peu conforté par ces indicateurs haute fréquence. Pour nous, ça donne un petit peu des divergences. C'est-à-dire que oui, aux États-Unis, on peut continuer à avoir des taux terminaux plus hauts, mais on sent bien qu'une grosse partie du marché a déjà anticipé ça. Ouais. À 50 bébés près, voilà. Ça se... Mais il y a une très forte réticence du marché à voir les taux en zone euro monter autant que les taux américains. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on a des quantitative easing, on a une certaine fragilité à voir les hausses de taux. On ne dit pas du tout que les taux vont monter très rapidement, mais la seule chose, c'est qu'il y a certaines divergences. On a parlé de la divergence, on pense qu'il y a plus à faire du côté de la BCE, toujours. Il y a certainement une divergence fiscale. On voit qu'avec un gridlock du côté des États-Unis, on aura du mal à faire plus de fiscal. Là où on voit qu'en zone euro, les États eux-mêmes ont vraiment tendance à vouloir appuyer sur le champignon pour protéger les consommateurs, protéger les entreprises. Quand on regarde le plan allemand qui ne sera implémenté que si les prix du gaz remontent, c'est aussi important, voire plus important que ce qui avait été annoncé en Angleterre. Dernière chose, et ça c'est le corollaire, les émissions. Les émissions de dette. Aux États-Unis, ça va baisser. En zone euro, ça va. En 2022, on est déjà sur des niveaux très importants. 500 2023, milliards, c'est à peu près l'idée qu'on a. J'ai vu 500 milliards net d'émissions obligataires souveraines. Voilà. C'est un chiffre BOFA qui date de quelques semaines, mais j'imagine que le chiffre, c'est déjà un minimum. En Exactement. tout cas. Et ça, c'est pas fort. Si on a besoin de financer des protections des consommateurs, on aura des chiffres qui seront encore plus importants dans un contexte où la Banque centrale n'achètera plus, voire même commencera peut-être à réduire un petit peu son bilan. Oui, ce sera un sujet de discussion qui a été reporté pour le meeting de la BCE du mois de décembre. Mais voilà, la question a été posée. Ça n'a pas été le sujet officiel de la discussion de la précédente réunion, mais ce sera en tout cas un sujet qui sera abordé par les banquiers centraux européens au mois de décembre. L'idée de commencer à réduire passivement le bilan de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour cet éclairage précieux sur la question des taux, de l'inflation et des banques centrales. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.